L'introduction de Fondements de la métaphysique des mœurs pose les bases de l'ouvrage et expose les enjeux centraux de la métaphysique morale. Kant y présente la nécessité de fonder la morale sur des principes rationnels et universels, plutôt que sur des valeurs subjectives ou des croyances religieuses. Kant expose également l'importance de la métaphysique morale pour la vie humaine, en affirmant que la morale est un aspect fondamental de l'existence humaine qui ne peut être ignoré ou contourné. Il explique que la morale est un système de principes rationnels qui régissent la conduite humaine et permettent aux individus de vivre en harmonie avec les autres et avec eux-mêmes. En outre, Kant souligne que la métaphysique morale est distincte de la morale empirique, qui se fonde sur l'expérience et les pratiques culturelles, mais qui est souvent relative et contingente. La métaphysique morale, en revanche, est universelle et nécessaire, et elle est fondée sur la raison pure et la nature de l'homme. Enfin, l'introduction annonce la structure de l'ouvrage en décrivant les trois parties principales qui vont suivre, la doctrine de la métaphysique morale, la doctrine de la vertu, et la doctrine de l'état. Ces trois parties sont conçues pour établir les fondements de la métaphysique morale, explorer la notion de vertu, et examiner la relation entre la morale et la politique, afin de fournir une vision globale et cohérente de la morale et de la vie humaine. Dans la première partie de Fondements de la métaphysique des mœurs, Kant développe la notion de métaphysique morale. Il définit la métaphysique morale comme une branche de la philosophie qui s'occupe de l'étude des principes fondamentaux de la morale, c'est-à-dire des règles universelles qui gouvernent les choix et les actions humaines. Kant affirme que la métaphysique morale est distincte de la morale empirique, qui se fonde sur les coutumes, les traditions, les normes sociales et les croyances religieuses. La métaphysique morale, en revanche, est fondée sur la raison pure, c'est-à-dire sur des principes a priori et universels qui sont indépendants de l'expérience et qui s'appliquent à tous les êtres rationnels. Selon Kant, la métaphysique morale est nécessaire pour comprendre la nature de la liberté, qui est la capacité de l'homme à se gouverner lui-même, à agir en fonction de sa propre raison et à prendre des décisions éclairées. La liberté est donc un prérequis de la moralité, car elle permet à l'homme de choisir de manière autonome et de prendre ses responsabilités face à ses actes. En outre, Kant soutient que la métaphysique morale permet de comprendre la nature de la volonté, qui est la faculté qui permet à l'homme de se fixer des fins et de les poursuivre avec détermination. La volonté est donc liée à la notion de devoir, qui est la nécessité morale de suivre les principes universels qui gouvernent la conduite humaine. En somme, la notion de métaphysique morale chez Kant est fondamentale pour comprendre la nature de la morale, de la liberté et de la volonté. Elle permet d'établir des principes universels et nécessaires qui régissent la conduite humaine et qui sont indépendants des pratiques culturelles et des croyances subjectives. Dans Fondements de la métaphysique des mœurs, Kant considère que la liberté est un concept fondamental et central de la philosophie morale. Selon lui, la liberté est la capacité de l'homme à agir par lui-même, indépendamment des causes naturelles qui le déterminent. La liberté est donc la condition nécessaire pour que l'homme puisse être moral. Kant distingue deux types de liberté, la liberté naturelle et la liberté morale. La liberté naturelle est la capacité qu'a l'homme à agir sans être entravé par des obstacles extérieurs. La liberté morale, quant à elle, est la capacité qu'a l'homme à agir selon des principes moraux qu'il a lui-même choisis et qui s'imposent à lui de manière universelle. Pour Kant, la liberté morale est le fondement de la dignité humaine, car elle permet à l'homme d'être responsable de ses actes et de ses choix, et donc de se réaliser en tant qu'être moral. La liberté morale n'est pas un pouvoir illimité d'agir comme on le veut, mais elle est plutôt la capacité de se donner des lois à soi-même, c'est-à-dire de se fixer des fins moralement valables et de s'y conformer. Kant soutient également que la liberté est une condition nécessaire pour la moralité. En effet, si l'homme était entièrement déterminé par des causes naturelles, il ne pourrait pas être responsable de ses choix et de ses actions, et donc il ne pourrait pas être moral. La liberté est donc une condition essentielle pour que l'homme puisse être moral, car elle permet à l'homme de choisir de manière autonome et de prendre ses responsabilités face à ses actes. En somme, pour Kant, la liberté est un concept fondamental et essentiel pour la philosophie morale. Elle est la condition nécessaire pour que l'homme puisse être responsable de ses choix et de ses actes, et donc pour qu'il puisse être moral. Dans Fondements de la métaphysique des mœurs, Kant définit la raison pratique comme la capacité de l'homme à se donner des lois morales à lui-même et à agir en fonction de ces lois. La raison pratique est donc la capacité de l'homme à déterminer lui-même son propre comportement moral. Pour Kant, la raison pratique est fondamentale pour la philosophie morale, car elle permet à l'homme de comprendre et d'appliquer les principes universels qui régissent la conduite humaine. Ces principes sont indépendants des pratiques culturelles et des croyances subjectives, et sont basés sur la raison pure. Kant distingue la raison pratique de la raison théorique, qui est la capacité de l'homme à comprendre les lois de la nature et à établir des connaissances scientifiques.
La raison pratique, quant à elle, est la capacité de l'homme à comprendre les lois morales et à les appliquer dans sa propre vie. Pour Kant, la raison pratique se fonde sur la notion de devoir, qui est la nécessité morale de suivre les principes universels qui gouvernent la conduite humaine. Le devoir est donc lié à la notion de liberté, car il implique que l'homme agisse de manière autonome, en choisissant de suivre les principes moraux qui s'imposent à lui de manière universelle. En somme, la raison pratique est un concept fondamental de la philosophie morale chez Kant. Elle permet à l'homme de comprendre les principes universels qui régissent la conduite humaine, et de se donner des lois à lui-même pour agir en fonction de ces principes. La raison pratique se fonde sur la notion de devoir, qui est liée à la liberté et à la responsabilité morale de l'homme. Dans Fondement de la métaphysique des mœurs, Kant définit la volonté comme la capacité de l'homme à agir en conformité avec ses principes moraux. La volonté est donc la capacité de l'homme à choisir et à agir selon ses valeurs et ses convictions morales. Pour Kant, la volonté est fondamentale pour la philosophie morale, car elle permet à l'homme d'être responsable de ses choix et de ses actes. La volonté est liée à la notion de liberté, car elle implique que l'homme agisse de manière autonome, en choisissant de suivre les principes moraux qui s'imposent à lui de manière universelle. Kant distingue deux types de volonté, la volonté hypothétique et la volonté catégorique. La volonté hypothétique est la volonté de réaliser un objectif particulier, en fonction des conséquences ou des avantages que cela apporte. La volonté catégorique, quant à elle, est la volonté de suivre des principes moraux universels, indépendamment des conséquences ou des avantages personnels que cela apporte. Pour Kant, la volonté catégorique est la seule volonté véritablement morale, car elle est la seule à suivre les principes universels qui régissent la conduite humaine. La volonté hypothétique est simplement une volonté d'agir pour atteindre un but particulier, sans se soucier de la moralité de l'action en elle-même. En somme, la volonté est un concept fondamental de la philosophie morale chez Kant. Elle permet à l'homme d'être responsable de ses choix et de ses actes, en choisissant de suivre les principes moraux qui s'imposent à lui de manière universelle. La volonté catégorique, qui est la volonté de suivre des principes moraux universels indépendamment des conséquences ou des avantages personnels, est la seule volonté véritablement morale selon Kant. Dans Fondement de la métaphysique des mœurs, Kant définit le devoir comme la nécessité morale de suivre les principes universels qui régissent la conduite humaine. Le devoir est donc lié à la notion de liberté, car il implique que l'homme agisse de manière autonome, en choisissant de suivre les principes moraux qui s'imposent à lui de manière universelle. Pour Kant, le devoir est fondamental pour la philosophie morale, car il permet à l'homme de comprendre et d'appliquer les principes moraux qui sont indépendants des pratiques culturelles et des croyances subjectives. Ces principes sont basés sur la raison pure, et sont donc universels et nécessaires. Le devoir est également lié à la notion de responsabilité morale. En choisissant de suivre les principes moraux qui s'imposent à lui, l'homme est responsable de ses choix et de ses actes, et doit répondre de ses actions devant sa propre conscience et devant les autres. Kant distingue le devoir envers soi-même et le devoir envers les autres. Le devoir envers soi-même implique que l'homme se comporte de manière vertueuse, en se conformant aux principes moraux universels qui régissent la conduite humaine. Le devoir envers les autres implique que l'homme traite les autres avec respect et dignité, en leur accordant les mêmes droits et la même considération que lui-même. En somme, le devoir est un concept fondamental de la philosophie morale chez Kant. Il permet à l'homme de comprendre et d'appliquer les principes moraux universels qui régissent la conduite humaine, et est lié à la notion de liberté et de responsabilité morale. Le devoir envers soi-même implique que l'homme se comporte de manière vertueuse, tandis que le devoir envers les autres implique que l'homme traite les autres avec respect et dignité. Dans Fondement de la métaphysique des mœurs, Kant affirme que la loi morale est universelle, nécessaire et impérative. Elle est universelle en ce qu'elle s'applique à tous les êtres rationnels, indépendamment de leur culture, de leur religion ou de leur histoire. Elle est nécessaire en ce qu'elle est fondée sur la raison pure, et non sur des émotions ou des intérêts particuliers. Elle est impérative en ce qu'elle s'impose à l'homme de manière absolue, indépendamment des conséquences ou des avantages personnels. La loi morale est basée sur la raison pure, et non sur des expériences ou des pratiques culturelles. Elle est donc indépendante de toute expérience, et est valable pour tous les êtres rationnels. Elle s'applique à tous les êtres humains, indépendamment de leur culture, de leur religion ou de leur histoire, car elle est fondée sur la raison pure et non sur des croyances ou des pratiques particulières. La loi morale est également impérative, car elle s'impose à l'homme de manière absolue. Elle ne dépend pas des conséquences ou des avantages personnels, mais est basée sur des principes moraux universels qui s'imposent à tous les êtres rationnels. La loi morale est donc un impératif catégorique, qui s'impose à tous les êtres rationnels indépendamment de leurs désirs ou de leurs intérêts personnels. Pour Kant, la loi morale est la norme suprême de la conduite humaine.
Elle est la seule norme qui puisse régir la conduite humaine de manière universelle et nécessaire. La loi morale est donc la source ultime de la liberté, de la dignité et de la responsabilité morale de l'homme. En somme, la loi morale est un concept fondamental de la philosophie morale chez Kant. Elle est universelle, nécessaire et impérative, et s'applique à tous les êtres rationnels, indépendamment de leur culture, de leur religion ou de leur histoire. Elle est basée sur la raison pure, et est la source ultime de la liberté, de la dignité et de la responsabilité morale de l'homme. Kant propose une méthode pour déterminer la loi morale, qu'il appelle la méthode de la raison pure pratique. Cette méthode consiste à rechercher les principes moraux qui peuvent être universellement et nécessairement appliqués à tous les êtres rationnels, indépendamment de leur culture, de leur religion ou de leur histoire. Pour Kant, les principes moraux doivent être déduits de la raison pure, qui est la source ultime de la vérité et de la certitude. La raison pure est capable de déterminer les principes moraux universels qui s'imposent à tous les êtres rationnels, indépendamment de leurs désirs ou de leurs intérêts personnels. La méthode de la raison pure pratique consiste en 3 étapes. Tout d'abord, il faut formuler une maxime, c'est-à-dire une règle de conduite qui s'applique à une situation particulière. Ensuite, il faut se demander si cette maxime peut être universellement appliquée à tous les êtres rationnels, sans exception. Enfin, il faut vérifier si la maxime respecte la dignité et la liberté de tous les êtres rationnels, et si elle est compatible avec les autres maximes universelles. Si la maxime respecte les conditions de la raison pure pratique, elle peut être considérée comme un principe moral universel. Si elle ne respecte pas ces conditions, elle doit être rejetée comme un principe moral valide. Ainsi, la méthode de la raison pure pratique permet de déterminer les principes moraux universels qui s'imposent à tous les êtres rationnels, indépendamment de leur culture, de leur religion ou de leur histoire. En somme, la méthode de la raison pure pratique est une méthode rigoureuse pour déterminer les principes moraux universels qui régissent la conduite humaine. Elle permet de déduire les principes moraux de la raison pure, et de vérifier leur universalité et leur nécessité. Cette méthode est essentielle pour la philosophie morale de Kant, car elle permet de déterminer les principes moraux qui s'imposent à tous les êtres rationnels, indépendamment de leurs désirs ou de leurs intérêts personnels. Dans les fondements de la métaphysique des mœurs, Kant divise la métaphysique morale en 2 parties, la doctrine des devoirs et la doctrine des vertus. La première partie concerne les devoirs que nous avons envers nous-mêmes et envers les autres, tandis que la seconde partie concerne les qualités morales que nous devons cultiver en nous-mêmes. La doctrine des devoirs concerne les règles et les obligations morales qui s'imposent à tous les êtres rationnels, indépendamment de leur culture, de leur religion ou de leur histoire. Elle est divisée en 2 parties, la doctrine des devoirs envers soi-même et la doctrine des devoirs envers les autres. La doctrine des devoirs envers soi-même concerne les obligations morales que nous avons envers nous-mêmes, comme le devoir de nous perfectionner, le devoir de prendre soin de notre santé et de notre bien-être, et le devoir de cultiver nos talents et nos capacités. Kant soutient que ces devoirs sont des devoirs absolus, qui ne peuvent jamais être compromis ou ignorés. La doctrine des devoirs envers les autres concerne les obligations morales que nous avons envers les autres êtres rationnels. Ces devoirs comprennent le devoir de respecter la dignité et la liberté des autres, le devoir de ne pas leur faire de mal, le devoir de leur venir en aide lorsque cela est nécessaire, et le devoir de leur rendre justice. Kant considère que ces devoirs sont également des devoirs absolus, qui doivent être respectés en toutes circonstances. La doctrine des vertus concerne les qualités morales que nous devons cultiver en nous-mêmes. Ces vertus comprennent la justice, la bienveillance, la générosité, la compassion, l'honnêteté et la fidélité. Kant considère que ces vertus sont des qualités morales qui permettent à l'être humain de vivre en harmonie avec les autres et avec lui-même. En somme, la division de la métaphysique morale en doctrine des devoirs et doctrine des vertus permet à Kant de développer une théorie complète de la morale, qui comprend à la fois les obligations morales que nous avons envers nous-mêmes et envers les autres, ainsi que les qualités morales que nous devons cultiver en nous-mêmes. Cette division permet également à Kant de montrer que la morale est une discipline rationnelle et objective, qui peut être étudiée et comprise à l'aide de la raison pure. L'ouvrage « Fondements de la métaphysique des mœurs » de l'éminent philosophe allemand Emmanuel Kant a été publié en 1785. Il s'agit d'un ouvrage majeur de la philosophie morale et politique, qui expose les principes fondamentaux de la métaphysique morale kantienne. Dans l'introduction de l'ouvrage, Kant annonce son intention de fournir une base solide à la morale, en développant une théorie de la moralité qui ne dépend pas des opinions personnelles ou des traditions culturelles, mais qui est fondée sur la raison pure. Selon Kant, la morale est une discipline rationnelle et objective, qui peut être étudiée et comprise à l'aide de la raison. Kant distingue la métaphysique morale de la physique, en ce que la première concerne les principes de l'action libre et rationnelle,
tandis que la seconde concerne les principes de la causalité naturelle. Kant soutient que la métaphysique morale est une discipline autonome, qui ne peut être réduite à la psychologie, à l'éthique ou à la théologie. Dans cette introduction, Kant aborde également la question de la liberté, qui est l'un des concepts clés de sa philosophie morale. Kant soutient que la liberté est une condition nécessaire de la moralité, car elle permet à l'individu de choisir librement de suivre la loi morale. La liberté n'est pas une donnée empirique, mais un postulat de la raison pratique. Enfin, Kant explique sa méthode pour déterminer la loi morale, qui consiste à se demander si une maxime donnée, c'est-à-dire une règle de conduite, peut être universellement acceptée comme une loi morale. Cette méthode, connue sous le nom d'impératif catégorique, est une pierre angulaire de la philosophie morale kantienne. En somme, l'introduction des fondements de la métaphysique des mœurs pose les fondements de la philosophie morale kantienne, en exposant les principes de la métaphysique morale et en introduisant les concepts clés de la liberté et de l'impératif catégorique. Dans les fondements de la métaphysique des mœurs, Kant propose une définition de la vertu qui s'inscrit dans sa conception de la moralité comme une discipline rationnelle et objective. Selon Kant, la vertu consiste à suivre la loi morale par devoir, c'est-à-dire sans se laisser influencer par les inclinations ou les désirs personnels. Pour Kant, la vertu est une qualité de l'agent moral qui lui permet de réaliser pleinement sa capacité d'être un être rationnel et libre. La vertu est donc une exigence morale universelle, qui s'applique à tous les êtres humains, quelles que soient leurs inclinations ou leurs désirs personnels. Kant définit la vertu comme une qualité de la volonté, qui se manifeste dans l'obéissance à la loi morale. La vertu consiste à agir par devoir, c'est-à-dire à suivre la loi morale parce qu'elle est juste et nécessaire, et non pas parce qu'elle procure un avantage ou une satisfaction personnelle. Ainsi, la vertu est la qualité morale qui permet à l'agent d'agir conformément à la loi morale, même lorsque cela va à l'encontre de ses inclinations ou de ses intérêts personnels. Pour Kant, la vertu est donc la disposition morale à obéir à la loi morale, indépendamment de toute considération utilitaire ou émotionnelle. La vertu est donc une qualité morale supérieure, qui exige une discipline de soi et une rigueur intellectuelle. Selon Kant, la vertu est la seule source véritable de la dignité morale de l'être humain, car elle permet à l'agent de manifester sa capacité à agir librement et rationnellement, conformément à la loi morale. Kant distingue deux types de vertus dans les fondements de la métaphysique des mœurs, les vertus de la disposition et les vertus du devoir. Les vertus de la disposition, ou vertus morales, sont des dispositions de l'agent à agir de manière vertueuse dans certaines circonstances. Elles consistent en des habitudes acquises par la pratique, qui permettent à l'agent d'agir spontanément selon la loi morale, sans avoir besoin de faire appel à sa raison à chaque fois. Les vertus de la disposition comprennent des qualités comme la générosité, la bienveillance, l'honnêteté, la modération, etc. Ces vertus sont nécessaires pour que l'agent puisse suivre la loi morale de manière cohérente et sans effort excessif. Les vertus du devoir, ou vertus formelles, sont des dispositions de l'agent à agir par devoir, indépendamment des inclinations personnelles. Ces vertus sont des qualités de la volonté qui permettent à l'agent de suivre la loi morale même dans des situations où cela peut être difficile ou coûteux pour lui. Les vertus du devoir comprennent des qualités comme le courage, la persévérance, la justice, etc. Ces vertus sont nécessaires pour que l'agent puisse faire face aux défis de la vie en suivant la loi morale de manière cohérente. Kant affirme que les vertus de la disposition et les vertus du devoir sont toutes deux nécessaires pour que l'agent puisse être considéré comme vertueux. Les vertus de la disposition sont nécessaires pour que l'agent puisse suivre la loi morale de manière cohérente et naturelle, tandis que les vertus du devoir sont nécessaires pour que l'agent puisse suivre la loi morale même dans des situations difficiles ou complexes. En résumé, les vertus de la disposition et les vertus du devoir sont deux types de vertus qui permettent à l'agent d'agir de manière vertueuse selon la loi morale de manière cohérente et indépendante. Les vertus sont donc un élément clé de la conception kantienne de la moralité en tant que discipline rationnelle et objective. Dans les fondements de la métaphysique des mœurs, Kant propose une classification des vertus qui repose sur leur rapport à la loi morale. Il distingue ainsi trois catégories de vertus, les vertus de la perfection, les vertus de la moralité et les vertus de la propriété. Les vertus de la perfection sont celles qui visent à développer les capacités humaines et à atteindre des objectifs qui ne sont pas directement liés à la loi morale. Elles incluent des qualités comme l'intelligence, le talent artistique, l'habileté manuelle, etc. Kant considère que ces vertus sont importantes pour l'épanouissement de l'individu et pour la société, mais elles ne sont pas directement liées à la moralité. Les vertus de la moralité sont celles qui sont directement liées à la loi morale et qui sont nécessaires pour la suivre de manière cohérente. Elles incluent des qualités comme la justice, le courage, l'honnêteté, la bienveillance, etc.
Ces vertus sont des dispositions de la volonté qui permettent à l'agent de suivre la loi morale même dans des situations difficiles ou complexes. Enfin, les vertus de la propriété sont celles qui sont liées à la satisfaction des besoins matériels de l'individu et à sa relation avec les autres. Elles incluent des qualités comme la propreté, l'ordre, l'économie, la gratitude, etc. Ces vertus sont nécessaires pour que l'individu puisse satisfaire ses besoins et ses désirs de manière appropriée, tout en respectant les droits des autres. Kant souligne que ces trois catégories de vertus ne sont pas mutuellement exclusives et peuvent se combiner dans un individu vertueux. Toutefois, il affirme que les vertus de la moralité sont les plus importantes et que leur pratique est la condition nécessaire de toute véritable moralité. Les vertus de la perfection et de la propriété peuvent être utiles et nécessaires, mais elles ne doivent pas être confondues avec la véritable moralité. En résumé, la classification des vertus proposée par Kant repose sur leur relation à la loi morale. Les vertus de la perfection visent à développer les capacités humaines, les vertus de la moralité sont nécessaires pour suivre la loi morale de manière cohérente, et les vertus de la propriété sont liées à la satisfaction des besoins matériels de l'individu et de sa relation avec les autres. Les vertus de la moralité sont considérées comme les plus importantes et sont la condition nécessaire de toute véritable moralité. Dans Fondement de la métaphysique des mœurs, Kant propose des règles pour le développement de la vertu. Ces règles sont basées sur l'idée que la vertu ne peut être atteinte que par une pratique constante et réfléchie. La première règle pour le développement de la vertu est de comprendre la loi morale et de s'engager à la suivre de manière constante. Pour Kant, la loi morale est la seule source de la véritable vertu, et il est donc essentiel de la comprendre pour pouvoir la suivre. Cela implique de développer une conscience morale et d'être attentif aux intentions qui motivent nos actions. La deuxième règle est de prendre des décisions morales en fonction de la loi morale et non en fonction de nos désirs ou de nos intérêts personnels. Kant insiste sur le fait que la vertu ne peut être atteinte que si l'on agit par devoir, c'est-à-dire en suivant la loi morale, et non en recherchant le plaisir ou en évitant la douleur. La troisième règle est de pratiquer la vertu de manière constante et réfléchie. Kant affirme que la vertu ne peut être acquise que par une pratique constante, en faisant régulièrement des choix moraux et en évaluant de manière critique nos actions et nos motivations. Cette pratique doit être réfléchie, c'est-à-dire que nous devons être conscients des raisons pour lesquelles nous agissons de telle ou telle manière et des conséquences de nos actions. Enfin, Kant insiste sur l'importance de l'exemple dans le développement de la vertu. Il affirme que les modèles vertueux, qu'ils soient réels ou fictifs, peuvent nous inspirer et nous motiver à pratiquer la vertu. Il souligne également l'importance de la communauté dans la pratique de la vertu, car les autres peuvent nous encourager et nous aider dans nos efforts. En résumé, les règles pour le développement de la vertu proposées par Kant sont comprendre la loi morale et s'engager à la suivre de manière constante, prendre des décisions morales en fonction de la loi morale et non en fonction de nos désirs ou de nos intérêts personnels, pratiquer la vertu de manière constante et réfléchie, et s'inspirer des modèles vertueux et de la communauté. L'introduction d'un livre est souvent un moment clé pour les auteurs, car c'est l'occasion de poser les bases de leur argumentation et d'expliquer au lecteur pourquoi le sujet qu'ils traitent est important. Dans Fondement de la métaphysique des mœurs, l'introduction joue un rôle crucial en établissant les principes fondamentaux de la philosophie morale de Kant et en présentant les thèmes principaux qui seront développés dans le reste de l'ouvrage. Kant commence son introduction en expliquant que la métaphysique des mœurs est la branche de la philosophie qui s'occupe de la morale, c'est-à-dire de la distinction entre le bien et le mal, ainsi que des principes qui nous guident dans nos choix moraux. Il soutient que la métaphysique des mœurs est essentielle à la philosophie en général, car elle fournit un fondement à la théorie politique, à l'éthique individuelle et à la religion. Ensuite, Kant explique que la métaphysique des mœurs doit reposer sur des principes universels et inconditionnels, qui sont indépendants des contingences historiques ou culturelles. Il défend l'idée que la morale doit être basée sur la raison plutôt que sur les émotions ou les désirs personnels, et que la raison pratique est la seule source de principes moraux universels. Kant soutient également que la métaphysique des mœurs doit être séparée de la métaphysique de la nature, qui étudie les lois physiques de l'univers. Il affirme que la métaphysique des mœurs doit être fondée sur la liberté et la raison, plutôt que sur les lois de la nature. Enfin, Kant annonce les thèmes principaux qui seront développés dans le reste de l'ouvrage. Il explique que l'ouvrage sera divisé en 3 parties, la première portera sur la morale en général et sur la distinction entre les actions bonnes et mauvaises, la deuxième portera sur les principes de la morale, tels que la loi morale et la liberté, et la troisième portera sur les applications pratiques de la morale dans des domaines tels que la politique et la religion. En résumé, l'introduction de Fondement de la métaphysique des mœurs est un texte important qui pose les bases de la philosophie morale de Kant et annonce les thèmes principaux qui seront développés dans le reste de l'ouvrage.
Elle insiste sur l'importance de la raison pratique et de la liberté dans l'établissement de principes moraux universels, et souligne la nécessité de séparer la métaphysique des mœurs de la métaphysique de la nature. Dans Fondements de la métaphysique des mœurs, Kant aborde la notion de droit en tant que concept fondamental de la philosophie du droit. Selon Kant, le droit est une notion qui définit les conditions nécessaires pour que la liberté d'un individu puisse coexister avec la liberté des autres. Le droit est donc une notion qui se rapporte aux normes et aux règles qui régissent les relations entre les individus dans une société donnée. Pour Kant, ces normes et ces règles doivent être fondées sur la raison pratique, c'est-à-dire sur des principes universels qui sont applicables à tous les êtres rationnels. Dans cette perspective, le droit est une notion qui se distingue de la morale. En effet, si la morale porte sur les actions qui sont intrinsèquement bonnes ou mauvaises, le droit concerne les actions qui sont permises ou interdites par la société. Le droit ne se préoccupe pas de la bonté ou de la méchanceté d'une action, mais de sa conformité ou non à la loi. Kant soutient également que le droit doit être universel, c'est-à-dire que les normes et les règles qui le régissent doivent être applicables à tous les êtres rationnels, indépendamment de leur situation ou de leurs conditions. Il insiste sur le fait que le droit doit garantir la liberté individuelle et que les lois qui le régissent ne doivent pas violer les droits fondamentaux des individus. Enfin, Kant distingue entre deux types de droits, le droit privé et le droit public. Le droit privé concerne les relations entre les individus, comme les contrats ou les relations familiales. Le droit public concerne quant à lui les relations entre l'État et les individus, comme les lois et les institutions gouvernementales. En résumé, pour Kant, la notion de droit est fondamentale pour comprendre les relations entre les individus dans une société. Le droit est basé sur des normes et des règles qui doivent être fondées sur la raison pratique et qui doivent garantir la liberté individuelle. Les lois qui régissent le droit ne doivent pas violer les droits fondamentaux des individus, et la distinction entre droit privé et droit public permet de mieux comprendre les différentes facettes de la notion de droit. Dans Fondements de la métaphysique des mœurs, Kant identifie plusieurs principes fondamentaux du droit qui doivent être respectés pour garantir la liberté individuelle et la justice dans une société. Voici quelques-uns de ces principes. Le principe de la liberté, selon Kant, la liberté individuelle est le principe fondamental du droit. Chaque individu doit avoir la liberté de faire ce qu'il veut, tant que cela n'empêche pas les autres de jouir de leur propre liberté. Le principe de la liberté implique que les lois et les normes doivent être fondées sur des principes universels qui garantissent la liberté individuelle. Le principe de l'égalité, selon Kant, tous les êtres rationnels doivent être traités de manière égale et doivent avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs. Le principe d'égalité implique que les lois et les normes doivent être applicables à tous les êtres rationnels, indépendamment de leur situation ou de leurs conditions. Le principe de la propriété, Kant soutient que chaque individu a le droit de posséder des biens et des ressources. Le principe de la propriété implique que les lois et les normes doivent respecter les droits de propriété individuelle et doivent protéger les biens et les ressources contre les atteintes d'autrui. Le principe de la responsabilité, Kant soutient que chaque individu est responsable de ses actions et doit assumer les conséquences de celles-ci. Le principe de la responsabilité implique que les lois et les normes doivent prévoir des sanctions pour les individus qui enfreignent les règles de la société. Le principe de la légalité, selon Kant, les lois et les normes doivent être claires et précises, et les individus doivent être en mesure de les comprendre. Le principe de la légalité implique que les lois et les normes doivent être publiques, accessibles à tous, et qu'elles ne peuvent pas être rétroactives. En résumé, pour Kant, les principes du droit sont fondamentaux pour garantir la liberté individuelle et la justice dans une société. Les principes de la liberté, de l'égalité, de la propriété, de la responsabilité et de la légalité sont tous essentiels pour assurer que les lois et les normes sont justes et universelles. En respectant ces principes, la société peut garantir la paix, la sécurité et le bien-être de tous ses membres. Selon Kant, les devoirs moraux ne se limitent pas aux obligations envers autrui, mais incluent également des devoirs envers soi-même. Ces devoirs envers soi-même sont des obligations morales que chacun a envers lui-même, afin de se perfectionner en tant qu'être humain et devenir une meilleure personne. Voici quelques exemples de ces devoirs. Le devoir de développer ses talents, selon Kant, chaque individu a le devoir de cultiver ses talents et ses capacités, afin de réaliser pleinement son potentiel en tant qu'être humain. En développant ses talents, une personne peut non seulement s'épanouir personnellement, mais également contribuer à la société et aider les autres. Le devoir de prendre soin de sa santé, Kant soutient que chaque individu a le devoir de prendre soin de sa propre santé, en évitant les comportements qui pourraient nuire à son bien-être physique et mental. Cela implique de se nourrir de manière saine, de faire de l'exercice régulièrement, de dormir suffisamment, etc. Le devoir de s'auto-évaluer, selon Kant,
chaque individu doit être capable de se remettre en question et de s'auto-évaluer de manière critique, afin de déterminer s'il est en train de se comporter de manière éthique et conforme à ses propres valeurs. Cela implique de réfléchir régulièrement à ses actions et de se demander si elles sont en accord avec ses convictions et ses principes moraux. Le devoir de se perfectionner moralement. Kant soutient que chaque individu a le devoir de travailler sur soi-même pour devenir une meilleure personne, en cherchant à éliminer ses défauts de caractère et à développer des vertus positives. Cela peut impliquer de travailler sur sa patience, sa générosité, sa compassion, etc. En somme, pour Kant, les devoirs envers soi-même sont tout aussi importants que les devoirs envers autrui, car ils contribuent à la réalisation de l'être humain dans sa globalité. En remplissant ces devoirs, chaque individu peut devenir une personne plus accomplie et contribuer positivement à la société. Selon Kant, les devoirs moraux ne se limitent pas à des obligations envers soi-même, mais incluent également des devoirs envers les autres. Ces devoirs sont des obligations morales que chaque individu a envers autrui, afin de respecter leur dignité et leur autonomie en tant qu'être humain. Voici quelques exemples de ces devoirs. Le devoir de respecter les droits des autres. Kant soutient que chaque individu a le devoir de respecter les droits des autres, tels que le droit à la vie, à la liberté, à la propriété et à la sécurité. Cela implique de ne pas porter atteinte à la vie, à la liberté, à la propriété et à la sécurité d'autrui, et de respecter leur intégrité physique et morale. Le devoir de faire preuve de bienveillance envers les autres. Kant soutient que chaque individu a le devoir de faire preuve de bienveillance envers les autres, c'est-à-dire de chercher à promouvoir leur bien-être et leur bonheur. Cela peut impliquer de leur offrir de l'aide, de la compassion, de l'écoute, etc. Le devoir de respecter l'autonomie des autres. Kant soutient que chaque individu a le devoir de respecter l'autonomie des autres, c'est-à-dire leur capacité à prendre des décisions éclairées en fonction de leurs propres valeurs et convictions. Cela implique de ne pas les manipuler, de ne pas les tromper ou de ne pas les contraindre à agir contre leur gré. Le devoir de justice. Kant soutient que chaque individu a le devoir de traiter les autres de manière égale et juste, en leur accordant le même traitement en fonction de leurs besoins et de leurs mérites. Cela implique de ne pas discriminer, de ne pas favoriser certaines personnes par rapport à d'autres, et de ne pas traiter les autres de manière injuste. En somme, pour Kant, les devoirs envers les autres sont essentiels pour respecter leur dignité et leur autonomie en tant qu'être humain. En remplissant ces devoirs, chaque individu peut contribuer à la construction d'une société plus juste, plus équitable et plus respectueuse des droits fondamentaux de chacun. Selon Kant, la justice est une vertu qui consiste à respecter les droits d'autrui et à traiter chaque individu de manière égale et impartiale, en fonction de ses besoins et de ses mérites. La justice est donc étroitement liée à la notion de devoir envers les autres, et elle est essentielle pour maintenir une société juste et équitable. La justice peut se décliner en plusieurs dimensions. Voici quelques exemples de ces dimensions. La justice distributive. La justice distributive concerne la distribution des biens et des ressources dans une société. Elle consiste à attribuer à chaque individu ce à quoi il a droit en fonction de ses besoins et de ses mérites. La justice distributive peut être mise en œuvre par des politiques publiques telles que la redistribution des richesses, les politiques d'éducation et de formation, les politiques d'emploi, etc. La justice corrective. La justice corrective concerne la réparation des préjudices subis par les individus en raison de violations de leurs droits. Elle implique de punir les auteurs de ces violations et de réparer les dommages causés aux victimes. La justice corrective peut être mise en œuvre par le système judiciaire et pénal. La justice procédurale. La justice procédurale concerne les procédures et les règles qui garantissent l'équité et l'impartialité des décisions prises dans une société. Elle implique de respecter les droits de la défense, de garantir un accès égal à la justice pour tous, et de garantir l'indépendance et l'impartialité des juges et des décideurs. La justice procédurale peut être mise en œuvre par les tribunaux, les commissions et les organismes de régulation. En somme, pour Kant, la justice est une vertu essentielle pour maintenir une société juste et équitable. Elle consiste à respecter les droits d'autrui et à traiter chaque individu de manière égale et impartiale, en fonction de ses besoins et de ses mérites. En respectant ces principes de justice, chaque individu peut contribuer à la construction d'une société plus juste, plus équitable et plus respectueuse des droits fondamentaux de chacun. Pour Kant, l'État est une institution qui doit être fondée sur la raison et la moralité, et qui a pour but de garantir la liberté et la sécurité des individus. Il considère que l'État est nécessaire pour assurer la paix et la justice dans une société, et que sa fonction principale est de protéger les droits et les libertés individuelles. Selon Kant, l'État doit être fondé sur la loi et la raison, et non sur la force ou la domination. Il considère que l'État doit être soumis à la loi morale universelle, qui s'applique à tous les êtres humains,
et qui garantit la dignité et les droits fondamentaux de chaque individu. Kant distingue deux types de pouvoir dans l'État, le pouvoir exécutif, qui est chargé de faire respecter la loi et d'assurer la sécurité des citoyens, et le pouvoir législatif, qui est chargé d'élaborer les lois et de garantir leur conformité avec la loi morale universelle. Kant considère que l'État doit être démocratique, c'est-à-dire que le pouvoir doit être exercé par le peuple, par le biais d'élections libres et équitables. Il considère également que l'État doit être séparé de l'Église, car la religion est une affaire privée qui ne doit pas être imposée aux citoyens. Enfin, Kant insiste sur l'importance de la liberté individuelle dans l'État. Il considère que la liberté est un droit fondamental de l'homme, et que l'État doit garantir la liberté de pensée, d'expression, de religion et d'association. Il considère également que la liberté économique est importante, car elle permet aux individus de poursuivre leurs intérêts et de développer leur potentiel créatif. En résumé, pour Kant, l'État doit être fondé sur la raison et la moralité, et doit avoir pour but de garantir la liberté et la sécurité des individus. Il doit être soumis à la loi morale universelle, et doit être démocratique et respectueux des libertés individuelles. Kant considère que la forme d'État la plus appropriée est la République, qui repose sur le principe de la participation citoyenne à la vie politique et sur la séparation des pouvoirs. Selon Kant, la République est la forme d'État qui garantit le mieux la liberté et l'égalité des citoyens, car elle implique la participation directe ou indirecte de tous les citoyens à la vie politique. Il considère que la République doit être fondée sur le principe de la souveraineté populaire, c'est-à-dire que le pouvoir doit être exercé par le peuple, par le biais d'élections libres et équitables. Kant est également favorable à la séparation des pouvoirs, qui permet de garantir la liberté des citoyens en évitant la concentration excessive du pouvoir entre les mains d'une seule personne ou d'un seul groupe. Il distingue ainsi le pouvoir exécutif, chargé de faire respecter la loi et de garantir la sécurité des citoyens, du pouvoir législatif, chargé d'élaborer les lois et de garantir leur conformité avec la loi morale universelle. Kant insiste également sur l'importance de la justice dans la République. Selon lui, la justice est la première vertu de toute institution politique, car elle garantit l'égalité et le respect des droits des citoyens. Il considère que la justice doit être fondée sur la loi morale universelle, qui s'applique à tous les êtres humains, et que la loi doit être respectée même par ceux qui ont le pouvoir. Enfin, Kant souligne que la République doit être fondée sur l'éducation et la formation des citoyens, car c'est à travers l'éducation que les individus peuvent acquérir les vertus nécessaires à la vie en communauté, telles que la vertu civique, la tolérance et la solidarité. Il considère que l'éducation doit être centrée sur l'éthique et la moralité, afin de garantir la formation de citoyens libres et responsables. En résumé, pour Kant, la forme d'État la plus appropriée est la République, fondée sur le principe de la participation citoyenne à la vie politique et sur la séparation des pouvoirs. La République doit être fondée sur la justice, l'éducation et la moralité, afin de garantir la liberté et l'égalité des citoyens. Kant considère que la souveraineté de la loi est un élément essentiel de tout système politique juste et équitable. Selon lui, la loi doit être le fondement de l'État et la source de l'autorité, et non pas les intérêts personnels des dirigeants ou les conventions sociales arbitraires. Pour Kant, la loi morale universelle est la source de la souveraineté de la loi. Cette loi morale universelle est basée sur la raison pratique et est applicable à tous les êtres humains, sans distinction de race, de religion ou de sexe. Elle s'applique à toutes les actions humaines et constitue le fondement de la justice, de l'égalité et de la liberté. Dans cette optique, la souveraineté de la loi signifie que la loi est supérieure à toutes les autorités et à tous les individus, y compris les dirigeants politiques. Les lois doivent être établies de manière juste et équitable, conformément à la loi morale universelle, et doivent être appliquées de manière impartiale à tous les citoyens. Selon Kant, la souveraineté de la loi est également liée à la séparation des pouvoirs, qui permet de garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire par rapport aux autres pouvoirs et de prévenir les abus de pouvoir. Il considère que l'application de la loi doit être laissée à un pouvoir judiciaire indépendant et impartial, qui est chargé de garantir que la loi est respectée et que les droits des citoyens sont protégés. En résumé, pour Kant, la souveraineté de la loi est un élément clé de tout système politique juste et équitable. La loi morale universelle est la source de cette souveraineté, et les lois doivent être établies et appliquées de manière juste et équitable, conformément à cette loi morale. La séparation des pouvoirs est également essentielle pour garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire et prévenir les abus de pouvoir. En conclusion, les fondements de la métaphysique des mœurs de Kant sont un ouvrage clé de la philosophie morale et politique, qui propose une théorie éthique basée sur la raison pratique et une vision de l'État et du droit fondée sur la souveraineté de la loi. Kant y développe une conception de la liberté, de la raison pratique, de la volonté, du devoir et de la loi morale,
qui sont des concepts fondamentaux pour comprendre sa théorie éthique. Il propose également une classification des vertus et des règles pour le développement de la vertu. En matière de politique, Kant insiste sur la souveraineté de la loi, qui doit être établie et appliquée de manière juste et équitable, et qui doit être la source de l'autorité de l'État. Il défend également la séparation des pouvoirs et l'indépendance de l'autorité judiciaire pour prévenir les abus de pouvoir. Les idées de Kant ont eu une influence majeure sur la philosophie morale et politique, et continuent de nourrir le débat contemporain sur des questions telles que la nature de la liberté, la justification de l'État et la relation entre l'éthique et le droit.